conférence sur l'innovation dans les hôpitaux. Donc je vais inviter nos différents invités à se positionner. Monsieur Revel, Madame Dujardin, Monsieur Collet et Monsieur Le Prince. Donc comme vous le savez, l'innovation dans les hôpitaux nous tient à cœur. Ça vous tient à cœur. On fait le nécessaire pour pouvoir intégrer ces innovations au niveau des différents services, pour pouvoir promouvoir et fédérer ces innovations au niveau des différents services et dans nos hôpitaux. Mais bien évidemment, pour pouvoir les intégrer, il y a tout un processus d'évaluation, de validation, d'essai, avant d'intégrer ces innovations. Et on a le plaisir d'accueillir des intervenants de qualité qui vont intervenir et qui vont débattre avec nous par rapport à l'innovation dans les différents hôpitaux et l'intégration de ces innovations. Donc pour commencer, on va commencer donc bien évidemment du général au particulier, sur le plan national, donc l'avis de la HAS par rapport à cela. Puis après, on va passer au niveau régional avec le centre hospitalier, la PHP, qui est le premier centre hospitalier européen, avec Monsieur Revel. Et puis après, on va passer à l'exemple de mon service et le service de chirurgie cardiaque. Et on aura le plaisir d'accueillir Professeur Le Prince pour discuter en fait de ces innovations en chirurgie cardiaque. Et bien évidemment, pour articuler tout cela, on a besoin des différentes entreprises, des sociétés qui sont là pour promouvoir et pour mettre en place ces innovations dans les différents services. Et donc, on va commencer par le général, donc au niveau national, par le président de la HAS, professeur Collet, dont j'ai eu le plaisir de co-modérer une conférence avec lui à l'Assemblée nationale récemment sur la formation. Et donc, monsieur Collet, on sait très bien qu'il y a le processus de validation, il y a le processus d'évaluation des innovations à travers la HAS, et il y a tout un processus de mise en place de recommandations par la HAS. Mais comment la HAS, elle contribue à ces innovations au niveau national? Bien, eh bien écoutez, merci d'abord pour nous avoir invités. C'est une vaste question. On va faire simple d'abord. La HAS, elle sert à quoi? La HAS, elle a été créée pour réguler le système de santé, on va dire, par la qualité, par l'efficience. Alors, dit autrement, c'est-à-dire qu'elle va s'interroger sur qu'est-ce qui mérite d'être remboursé par l'assurance maladie. Comment est-ce qu'on peut donc évaluer au mieux les produits de santé, médicaments, dispositifs médicaux, que ce soit des dispositifs médicaux numériques ou non? Comment est-ce qu'on peut évaluer les établissements, que ce soit des établissements de santé, et c'est la certification une fois tous les 4 ans, ou que ce soit des évaluations des établissements qu'on appelle les ESSMS, les évaluations et structures sociales et médico-sociales. Alors nous sommes amenés dans ce cadre-là à évaluer un certain nombre d'innovations. Innovation médicamenteuse, ça va de soi. Innovation dans le domaine des dispositifs médicaux, cela va de soi aussi. Et je redis, à des fins de remboursement. Or, ce n'est pas suffisant si je ne disais que ça. Parce que ce qui n'est pas soumis à remboursement, parce que ce sont des DM à usage professionnel, ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas à les évaluer. Pourtant, la HAS n'a pas pour mission de les évaluer, mais nous considérons que notre devoir, ça a été, je mets un imparfait, je parlerai ensuite du futur, d'élaborer un guide d'aide au choix de ces dispositifs médicaux à usage professionnel, d'aide au choix pour les professionnels de santé. Et je peux vous dire, sans faire de teasing, c'est qu'actuellement, nous sommes en train d'élaborer un guide d'analyse économique pour une aide finalement à l'acheteur de ces équipements-là, pour qu'il puisse à la fois connaître ce qu'il apporte et pouvoir avoir une aide pour le calcul de son impact budgétaire. Et puis nous avons un deuxième volet, qui est le volet des recommandations, comme l'a dit tout à l'heure, à l'instant, Gabriel Sedoun. Et dans le cadre de ces recommandations, qui sont des recommandations de bonne pratique, sur un certain nombre de pathologies, de prise en charge, dès lors qu'il peut y avoir des éléments liés aux innovations, elles apparaissent dans les recommandations, cela va de soi. Mais ça ne suffit pas. Lorsque nous certifions un établissement de santé, puisqu'ici nous sommes dans le croisement innovation hospitalier, avec le nouveau modèle de certification qui avait été initié, je l'ai vu tout à l'heure, par Mme Armenteras quand elle siégeait au Collège de la Haute Autorité de Santé, nous aurons dans quelques mois, en septembre, un nouveau mode qui est tout simplement une petite modification des critères de certification. Et nous aurons 3 critères directement centrés sur des innovations sur le numérique. Le premier critère, et c'est un critère assez simple, c'est est-ce que finalement l'établissement
pilote l'usage des dispositifs médicaux à usage professionnel. C'est est-ce que réellement il y a une politique de pilotage qui me paraît un point important à spécifier. Il y a d'autres aspects. Est-ce que également l'établissement intègre pleinement des outils numériques, des outils d'IA, mais pour son propre fonctionnement et pas uniquement pour le fonctionnement médical, donc ce qui n'est pas à finalité médicale. Donc tout cela, je n'ai pas insisté plus, mais on échangera peut-être avec vous, ce sera totalement présent à partir de septembre dans le nouveau mode de certification des établissements de santé. Très bien, merci Monsieur Collet pour ces précisions. Et comme vous le savez, pour pouvoir appliquer tout cela, on a besoin d'une structure, d'une grande structure comme la PHP, pour pouvoir mettre en application toutes ces innovations. La PHP, avec la direction, une très bonne direction, parce que là, tout à l'heure, il y avait les journalistes qui m'ont posé la question, quelle est la relation entre les médecins et la direction et le nouveau directeur? Moi, je peux vous dire, c'est pas parce qu'il est là, il est à côté de nous, mais c'est vraiment... C'est pas parce que Gabriel Sénoun travaille à la PHP. Mais c'est pas parce que je travaille à la PHP. C'est vraiment Monsieur Revel, il est à l'écoute. En plus des différents projets qui ont été mis en place, on est vraiment en interaction active, et c'est la réalité, d'une manière fréquente et périodique pour pouvoir mettre en place les différents projets. La PHP a mis en place les 30 leviers. Et à travers ces 30 leviers, il y a de l'innovation et il y a une application de ces innovations. Comment la PHP met en place ces innovations à travers ces leviers? Gabriel, merci pour le propos évidemment sympathique et encourageant. Bon, vous avez parlé des 30 leviers. Je ne suis pas sûr que grand monde sache ce que sont les 30 leviers. Le 30 leviers, c'est le nom d'un plan d'action qui a été mis en place fin 2022, quelques mois après ma prise de fonction, et dont la finalité profonde était de dessiner une réponse à ce qui n'était pas forcément d'abord l'enjeu de l'innovation, mais une énorme crise RH qui a percuté l'ensemble des systèmes de santé après le Covid, beaucoup d'hôpitaux en France, mais tout particulièrement la PHP, puisque un seul chiffre, la PHP entre 2019, avant crise Covid, et l'après, a perdu 12% de ses effectifs infirmiers. Et s'est retrouvé à avoir à peu près 20% de ses lits fermés. L'accès au bloc, j'en parle devant Pascal Leprince, je n'en parle pas. Bref, c'était une situation de crise et ces 30 leviers utiles pour essayer d'amener une réponse globale à cette question de comment on donne envie à des professionnels de venir travailler à l'hôpital et pour ceux qui y sont d'y rester. Et oui, il y a dans les 30 leviers un levier dédié à la recherche et un autre dédié à l'innovation. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'amener une réponse en termes de logement, de schéma horaire, de tout ce qui environne le cadre de travail, pour attirer et donner envie à des professionnels, et notamment à des médecins, mais pas que, mais beaucoup les médecins de la PHP, de se projeter dans un exercice professionnel à la paix. Si on ne répond pas à cette double aspiration profonde de nos médecins de pouvoir se déployer sur le champ de la clinique, mais aussi de la recherche et de l'innovation dans le dernier segment du processus d'arrivée vers le progrès thérapeutique, on passe à côté de quelque chose. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend par une réponse que je vais résumer en trois points essentiels. Bon, la première, c'est de redonner des moyens et des ressources financiers et de temps, parce que tout ça, ça prend sur l'exercice clinique et ça coûte un peu d'argent. Et donc, on a d'abord, non pas créé parce qu'il existait, mais considérablement transformé ce qu'on appelle dans notre jargon interne un intéressement recherche, c'est-à-dire des crédits qui sont redistribués vers les services et vers les pôles, qui sont les DMU chez nous, pour pouvoir financer, y compris des postes utiles pour la recherche et l'innovation. On était à 10 millions d'euros, on est passé à 30 millions d'euros en 3 ans, ce qui est quand même un assez gros mouvement ascendant. Deuxièmement, on a, et je pense que ceux qui sont ici dans cette salle en relation avec l'AP comprendront de quoi je parle, on a aussi un enjeu de gestion du temps. Et donc tout le sujet, c'est comment, dans les processus d'autorisation, de contractualisation,
d'analyse des demandes de gestion à l'EDS, qui est notre entrepôt de données de C, comment on peut essayer d'accélérer. Voilà. Et on voit bien que souvent, cette capacité à accélérer les temps de gestation, d'instruction et d'aboutissement des projets est le nerf de la guerre. Et donc, on a engagé un très fort chantier, là aussi, multifactoriel, pour essayer d'être meilleur. Troisième élément, l'innovation à la paix. C'est bien sûr, et je vais en dire un mot dans une seconde, comment on joue avec les industriels petits, moyens et gros, et comment on est un partenaire de jeu pour permettre à cette innovation de se déployer parce qu'elle prend appui sur le CHU pour évaluer, faire des essais ou faire des tests. J'en dis un mot dans une seconde. Mais c'est aussi beaucoup de l'innovation qui vient de nos propres médecins. Et on a énormément de médecins, investigateurs, équipes qui développent des innovations. Et donc le troisième chantier, c'est comment on les accompagne, là aussi de manière globale, avant de devenir une start-up, une fois qu'une entreprise est fondée. Et là encore, on a beaucoup de choses à améliorer dans notre organisation pour le faire bien. Et enfin, je termine, comment l'AP, le CHU peut-il être une terre d'accueil, entre guillemets, et au sens d'accueil, de capacité à porter des projets vers la HAS ou le marquage CE ou le marché. On a évidemment, souvent on est sollicité pour faire des études cliniques ou des essais, pour pouvoir amener des éléments de preuve de ce qu'il y a à la fois une maîtrise de la sécurité et de la qualité et l'impact recherché en termes thérapeutiques ou médico-économiques. Donc là, ça nous renvoie à des essais cliniques et à tout ce que j'indiquais sur l'accélération des processus. Mais on a souvent aussi besoin, en tout cas les porteurs de projets, d'avoir une capacité à tester des choses. Ce n'est pas forcément un essai clinique, mais c'est de pouvoir à un moment donné tester un dispositif sur comment une organisation de soins va s'en saisir. Est-ce que les professionnels fonctionnent bien, pas bien avec? Et là, on est très sollicité et on a considéré qu'il fallait qu'on arrive à mettre en place une offre, entre guillemets, qui distingue mieux ce qu'est le test et ce qu'est quelque part l'expérimentation en vue d'un achat. Parce que très souvent, on a soit des entreprises qui ont juste besoin d'un test, mais comme nous, on n'est pas très habitués, on a tout souvent tendance à croire qu'en fait, ils veulent nous vendre leur solution. Bon. Et on a en fait, au sein de l'AP, plein de partenariats qui sont là, et donc on ne sait pas très bien si c'est un test, un préachat, une expérimentation. Ça dure. Le modèle juridique, le cadre juridique, financier n'est pas très clair. Et donc on a fait un travail qui du coup maintenant se structure en mettant en place une offre de test. Un test, ça a un début et une fin. Ça sollicite des ressources médicales, paramédicales, organisationnelles au sein de l'AP, donc ça a un prix. Voilà. Ça ne doit pas être dans un interfaçage avec nos systèmes d'information parce que c'est trop compliqué. Et il y a un cahier des charges, donc du coup, il y a un attendu en termes de retour. Et on fait un retour. Et je pense qu'il y a une vraie demande qu'on essaie de structurer autour des tiers-lieux d'expérimentation, et notamment le tiers-lieu BOPEX, où il y a une demande de pouvoir accéder à cette notion de test. Et puis parfois, on est intéressé, et on voudrait bien essayer de tester pour, le cas échéant, déployer au sein de l'AP. Et là, autre chantier, d'essayer de structurer les choses pour que dès le début, on sache comment on s'engage les uns les autres, avec quels critères, quel calendrier. Je pense que ce travail de cartographie et de clarification des éléments de doctrine et de partenariat, ça me paraît être le point très important sur lequel on essaye de travailler et d'avancer. Eh bien, merci, Monsieur Revel, pour ces précisions. Donc, organisation, structuration et implication des différents services. Et là, on a le plaisir d'avoir professeur Leprince, il faut parler des bonnes choses, hein. Il faut parler de ce qui marche. Un de mes tuteurs, mais plutôt le principal, qui a fait que Gabriel Sedoun, il a avancé sur le plan chirurgical et qu'il est là aussi. Donc un grand merci, Monsieur Leprince, j'en profite pour le remercier. Pour tout ce que vous impulsez au niveau du service, et ça se voit tous les jours. Donc, au niveau du service, on sait très bien qu'il faut une application de ces innovations.
Au niveau du service, on sait très bien qu'il faut de la recherche, de l'évaluation pour pouvoir appliquer ces innovations à long terme et diffuser ces innovations au niveau des autres services de la PHP, mais aussi des autres services des hôpitaux de France. Pour Monsieur le Prince, quelles sont les innovations qui sont mises en place dans le service de chirurgie cardiaque et comment on peut les développer? Ouais, alors je ne vais pas vous faire un catalogue des innovations qui sont mises en place parce que Gabriel les connaît beaucoup mieux que moi. En plus, parce que ce qui impulse l'innovation dans les services, c'est les jeunes. Ce qui cadre l'innovation dans les services, c'est les vieux globalement, parce que ça se passe toujours comme ça et c'est logique. Juste un exemple, l'innovation, la rupture technologique que l'on a vue en chirurgie cardiaque et en cardiologie au cours des 15-20 dernières années, c'est le TAVI, vous savez, le remplacement de la valve aortique en passant par l'intérieur des vaisseaux. Il faut se rappeler que M. Cribier fait la première implantation en 2001. En 2007, on commence l'expérimentation clinique. Alors, je ne sais pas si c'est du test de l'expérimentation, parce que là, ce n'était pas clair. Sauf que qu'est-ce qu'on fait? Cardiologue et chirurgien, on va voir notre directeur ou notre directrice à l'époque, je ne sais plus. Et on lui dit, on aurait besoin d'un peu d'argent pour acheter le matériel, parce qu'il faut qu'on commence, il faut qu'on commence peut-être même un peu avant les autres, parce qu'il y a quand même toujours un peu cette compétition, même à l'échelle de la PHP, même si on essaye de travailler ensemble, ou en tout cas en Ile-de-France avec les autres hôpitaux. Et en fait, ce qui a été bénéfique pour ce TAVI, quand on regarde finalement 15 ans plus tard, c'est qu'un, il y a le marché, donc ça a bien fonctionné. Le produit, il a été considérablement amélioré. Moi, Madame Dujardin est là, parce que c'est un des deux protagonistes, un des deux gros acteurs sur le marché pour cet TAVI. Ça a changé complètement à la fois la technique d'implantation des prothèses, mais aussi le concept intellectuel de traitement des patients, à tel point que maintenant on s'occupe aussi de la valve tricuspide, de la valve mitrale, etc. Ça a même revu le concept de collaboration entre les équipes. Et moi je trouve que pour ça, le TAVI, c'est quelque chose de considérable et de magnifique, parce que des équipes qui avant se parlaient, maintenant travaillent ensemble. Ça, c'est un bénéfice majeur. Petit point noir quand même, le TAVI, quand c'est arrivé, ça a été mis sur la licensus, et vous êtes bien placé parce qu'on travaille ensemble sur le sujet avec vos équipes en tout cas, sur la licensus, c'est-à-dire cette liste en France qui permet de financer l'innovation. Le TAVI a pris une ampleur considérable, et en 2025, malgré les efforts de certains industriels, c'est toujours sur la liste en sus, c'est-à-dire qu'on, globalement, on va boulotter du crédit d'innovation pour continuer à financer le TAVI. Ça, c'est pas normal. Donc dans le pays, il faut vraiment qu'il y ait des choses qui changent à ce niveau-là. Et pourtant, ça a démarré très bien. Autre chose aussi, pourquoi ça a bien démarré? Parce qu'il y a eu les études cliniques en regard, grâce notamment à la puissance des cardiologues, pas de chirurgiens, mais des cardiologues. S'il n'y a pas les études cliniques, on ne met pas en évidence le bénéfice rendu. Et globalement, si on ne met pas en évidence le bénéfice rendu, il ne faut pas y aller. Parce qu'à un moment, un service de chirurgie ou un service de médecine qui fait de l'acte, qui va éventuellement être utilisateur d'une nouvelle technologie ou testeur d'une nouvelle technologie, quelque part, c'est aussi un des maillons du gatekeeper. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser faire n'importe quoi parce qu'on est un peu, à notre humble niveau, responsable de l'argent public. Et donc, s'il n'y a pas d'études, il ne faut pas y aller. Le deuxième exemple qui se développe actuellement, que vous connaissez aussi, c'est Carmat, qui est un bel exemple de développement français déjà quand même. Carmat est arrivé, alors c'est pas le même marché, donc on voit bien que c'est beaucoup plus difficile, c'est pas les mêmes tarifs, c'est beaucoup parce que c'est une plus grosse machine avec un R&D complètement différent, c'est pas même le même support industriel. Et là, la vraie aide, en France en tout cas, c'est le forfait innovation. Il y a des mécanismes en France qui permettent de faire progresser l'innovation dans les services. Et ce forfait innovation, qui est un forfait, vous savez, dans lequel le pays va financer une partie de l'étude, il va notamment payer le device qui n'est pas remboursé pour l'instant, eh bien, ça permet de faire avancer. Et là, on voit bien que ça a progressé. On est, je pense, quasiment à 50 inclusions, ce qui était le but de l'étude, avec une étude médico-économique derrière. Et donc ça marche aussi. Donc il y a des mécanismes comme ça qui marchent bien. Alors, je n'ai pas parlé que des choses qui fonctionnent bien, des choses qui fonctionnent moins bien. Il n'y a pas suffisamment d'agilité. Et même à l'échelle de la PHP, monsieur le directeur, vous le savez, il y a encore trop on va dire, de freins. Ce n'est pas des freins volontaires, tout le monde essaye de faire son taf au mieux, mais de dysfonctionnement de communication entre les différentes commissions, les différents services, voire même de compétition entre les URC, les IHU. Ça, ce n'est pas normal. C'est vraiment important que tous ces gens-là travaillent ensemble pour faciliter. Alors moi, je vais parler de la PHP, mais c'est vrai aussi pour les autres CHU de France, pour pouvoir faciliter l'arrivée de l'innovation. Parce que très clairement, quand il y a un produit qui arrive, oui, tester on peut.
quel que soit le mécanisme, soit avec un financement à PHP ou institutionnel, soit avec des financements qui ne sont pas ceux de l'hôpital. On peut tester, ça on sait faire, c'est-à-dire que techniquement on peut tester. Après, il faut une étude clinique de toute façon. Et quoi qu'on en dise, même si on est tous plus ou moins universitaires, on n'a pas les moyens de faire à la fois la clinique, l'enseignement et en plus d'aller rédiger des protocoles, et on va mal le faire de toute façon. Donc il faut des professionnels pour le faire, il faut une aide considérable et donc il faut travailler avec les URC, avec les IHU. Et là on sent bien que même si, une fois de plus, pris isolément, chacun travaille très bien, il faut que ce soit beaucoup plus agile. Je vais vous prendre un exemple. Récemment, on voulait participer, ça fait un an globalement, qu'on essaye de participer à une étude avec un industriel pour mettre un clip sur l'auricule. Étude internationale avec plus de 10 000 patients à inclure. Ça a commencé dans un certain nombre de pays, et puis avec les modifications GDR, MDR, ça a un peu capoté dans un certain nombre d'autres pays. Pour ce week-end, j'ai reçu un mail de l'industriel me disant « Écoutez, on a déjà bien commencé dans beaucoup de pays. L'angoisse, c'est que leur crainte, c'est que globalement, ils me disent dans votre pays, la lenteur des choses fait qu'on va pouvoir ouvrir l'étude, mais on aura fini les inclusions. » Alors je vous rassure, ce n'est pas que dans France, il y a aussi de citer la Suisse, la Finlande, la Pologne et je crois un autre pays. Ça, c'est pas normal. Ça veut dire qu'on n'a pas été assez réactifs, d'autres pays l'ont été plus, on sait bien qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus réactifs dans ces démarches. Et donc ça, il faut clairement qu'on y travaille pour faire en sorte que nous, à notre échelle clinique, une fois de plus, on est avant tout clinicien, même si on est chercheur, même si on est enseignant, on est avant tout clinicien, c'est ce qu'on aime faire et j'échangerai ça pour rien au monde. Il faut, malgré tout, qu'on nous aide et qu'on soit très réactif et que les gens communiquent. Et la dernière chose que je veux dire sur l'innovation, c'est ce que je vous ai dit en préambule, c'est que l'innovation dans les services, c'est les jeunes, très clairement. C'est eux qui arrivent avec les projets, qui arrivent parce qu'ils voient les autres, etc. Ils communiquent. Et puis à nous d'essayer de cadrer ça au maximum pour faire en sorte que ce soit le utiliser si c'est utile et surtout rapidement rejeter si ça n'est pas utile. Très bien, merci professeur Leprince pour ces précisions. Et bien évidemment, comme on le sait, pour pouvoir introduire ces innovations dans les différents services, on a besoin d'une structure, de grandes structures pour mettre en place ces innovations, pour financer ces innovations derrière. Et donc là, on a la présidente de Medtronic France, Madame Céline Dujardin, qui va nous parler en fait de l'implication de Medtronic dans l'innovation dans les différents services et dans les hôpitaux. Merci beaucoup, Gabriel. Tout d'abord, c'est un honneur d'être parmi vous dans cette table ronde et c'est un honneur de représenter l'acteur industriel et plus particulièrement l'industrie du dispositif médical. Alors pour nous, innovation au service de l'excellence, c'est dans notre ADN. Et chez Medtronic, on a une véritable culture de l'innovation depuis plus de 75 ans. On a fêté nos 75 ans l'année dernière. Et c'est porté par l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices, et ceux dans le monde entier. Alors, Medtronic, en deux mots, qui nous sommes? Nous sommes un acteur majeur dans les dispositifs médicaux, technologies de santé, dans 4 domaines d'activité, que sont le domaine cardiovasculaire, c'est notre histoire, l'invention du premier stimulateur cardiaque non implantable à l'époque, externe mais autonome, en 1957. Et puis aujourd'hui, on a le plus petit pacemaker au monde. Et je vous invite à rejoindre notre stand dans le village innovation pour découvrir ce petit stimulateur cardiaque qui est une véritable pépite d'innovation. Et puis, nous avons aussi le secteur des neurosciences, avec des nouvelles générations de stimulateurs pour la stimulation cérébrale profonde, mais aussi pour la stimulation médulaire, pour la gestion de la douleur, avec de l'intelligence artificielle. Nous sommes aussi présents dans la chirurgie mini-invasive avec des robots, avec de l'intelligence artificielle pour être dans la chirurgie qu'on appelle aujourd'hui chirurgie intelligente 4.0. Et puis, dernière structure d'activité, c'est le diabète. Et aujourd'hui, nous avons la dernière génération de pompes à insuline qui permet automatiquement de permettre la glycémie de fonctionner. Et ça, grâce à un système de boucle fermée. Et ça permet vraiment de changer la vie de millions de personnes. Alors, quand on parle innovation, on parle d'abord investissement. Société.
Et donc, chez Medtronic, nous investissons énormément en recherche et développement. Chaque année, nous investissons un peu plus de 10% en recherche et développement, sans compter les acquisitions externes. Et rien qu'en France, nous avons à peu près 42 études cliniques qui sont en cours dans différents établissements de santé. Mais on ne s'arrête pas là, parce que comme vous le disiez, on est interconnecté avec l'ensemble de l'écosystème. Et aujourd'hui, on a aussi de nombreux investissements en formation. Et notamment en France, nous avons un partenariat très très fort avec l'IRCAD, qui forme à peu près 3000 chirurgiens en chirurgie mini-invasive ou assistés par robot chaque année. Nous sommes aussi dans l'investissement très fort dans le digital. Le digital est en train de bouleverser le monde de la santé. Et notamment, nous avons des partenariats, comme vous disiez si bien, Monsieur Revel, avec des start-up, mais aussi avec des grandes structures comme la Poste Santé, pour vraiment faire bouger les lignes en termes de digital. Et puis, on ne s'arrête non plus pas là, parce que pour nous, l'innovation technologique, eh bien, c'est un bénéfice clinique certain, mais quand il est dans un soin adapté, il prend toute sa valeur. Et donc, pour nous, une équation extrêmement importante, c'est l'innovation technologique plus l'innovation organisationnelle, cette combinaison des deux, c'est vraiment ce levier d'efficience qui va vraiment apporter un bénéfice patient, certes, mais va aussi améliorer l'expérience des professionnels de santé, des établissements de santé et, in fine, des systèmes de santé. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions. On va refaire le tour de table, parce que c'est important. On a besoin de scoop, on a besoin de perspectives de chaque structure, et on va commencer par la HAS avec le professeur Collet. Quelles sont les perspectives et quel scoop vous pouvez nous donner à travers cette table ronde? Bon, d'abord, je n'avais pas prévu de scoop, pour être très franc. Non, je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit ici, notamment par le professeur Leprince, sur la nécessité de données, d'essais cliniques de données. La HAS, elle ne peut travailler que sur des données. Alors, on ne peut pas suivre un industriel sur une opinion, sur un argument d'autorité. Et on a absolument besoin des essais cliniques que citait le professeur Leprince. Je voudrais vraiment le dire. Je voudrais, ce qui n'est pas un scoop. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne. Ça va faire bientôt 2 ans que je suis à la HAS. Je trouve que nous avons peu de demandes à des fins de remboursement de dispositifs médicaux numériques, et notamment sous la forme de ce qu'on appelle la procédure anticipée dérogatoire, qu'on appelle le PECAN, procédure anticipée numérique. On en a moins d'une dizaine par an. Si vous les comparez avec les médicaments innovants, on est à 70 par an. Alors, je veux bien que le secteur soit d'une plus petite taille, mais c'est un secteur qui est beaucoup plus prolifique globalement en nombre d'outils produits que celui du médicament, et pourtant nous ne les voyons pas arriver. Et à mon sens, il n'y a que 2 possibilités. Je ne sais pas s'il y en a une bonne et une mauvaise. La première possibilité, c'est qu'ils ne souhaitent pas aller au remboursement. Effectivement, ils n'ont pas besoin à ce moment-là de passer par la HAS, puisque c'est un choix évidemment l'industriel. La seconde m'ennuie plus, c'est de se dire, nous ne sommes pas certains de remplir l'ensemble des critères qui permettraient à la HAS de nous évaluer d'une manière suffisamment favorable pour être non seulement remboursé, c'est-à-dire d'avoir un service attendu suffisant, mais en plus une amélioration du service attendu qui nous permettrait d'avoir un tarif, je veux dire, intéressant pour notre produit. Et là, je pense, et là, je fais vraiment un appel aux industriels, à ces professionnels, qu'il faut venir vers nous, parce que nous organisons aussi ce qu'on appelle des rencontres précoces pour pouvoir discuter, parce qu'il n'y a pas de raison qu'en France, nous n'ayons pas plus d'outils qui accèdent au remboursement dès lors qu'ils sont des outils anticipés. Merci, professeur Collet, pour ces précisions. À l'échelle de la PHP, nos perspectives et des scoops, pourquoi pas? Malheureusement, il n'y aura pas plus de scoop à la P qu'à la HAS. Non, alors pardon, je vais pas faire exactement, je vais juste rebondir sur, si je peux me permettre. Hein. Évidemment, lorsque le professeur Leprince dit attention, c'est pas encore parfait sur la gestion des projets et les délais, il a évidemment raison. Ce qui est toujours important, c'est de prendre les cas particuliers, de regarder qu'est-ce qui fait que. Parce qu'on met beaucoup d'efforts pour essayer, en effet, de faire qu'on perde moins de temps ou le moins de temps possible. Souvent, ce n'est pas qu'un problème de culture, de rigidité psychologique ou de relation entre les acteurs. Ça peut être aussi des sujets de ressources humaines disponibles pour pouvoir être suffisamment forts. Donc on essaye d'ailleurs de
de renforcer notre capacité à traiter les choses dans de bons délais. Et puis, vous le savez, on a aussi parfois des sujets qui ne tiennent pas que à ce qui se passe au sein de l'AP, mais ce qui est un environnement réglementaire plus compliqué et qui, dès lors qu'on touche aux questions de données, peuvent à un moment donné... Donc c'est intéressant de prendre le cas particulier parce qu'on apprend toujours beaucoup des cas particuliers. Pardon, c'est un peu décousu, mais je répondais aussi sur ce que Lionel Collet venait de dire sur la recherche d'un prix pour les solutions numériques. Je trouve que c'est une question intéressante. C'est évident que, évidemment, les innovations se développeront d'autant mieux qu'elles seront solvabilisées par une prise en charge assurance maladie. Et donc, c'est évidemment pour tout industriel une promesse de pouvoir, à un moment donné, se développer à la faveur d'un prix qui soit obtenu. Mais je trouve que ce qui fait, la complexité, la subtilité des innovations dans le champ numérique, c'est quand même, elles sont très souvent indissociables de l'organisation des soins qui va, à un moment donné, devoir faire vivre cette solution numérique. Et moi, je tourne autour de cette question qui est de savoir jusqu'où est-il intelligent d'avoir un prix de la solution numérique un peu isolé de ce que va être la capacité financière d'une organisation, à un moment donné, à intégrer dans un processus de soins qui est forcément plus compliqué cette solution numérique. Et on voit bien, par exemple, sur la télésurveillance, qu'on est allé vers un prix spécifique et avec parfois une petite difficulté ensuite derrière à boucler l'ensemble de l'organisation de soins derrière. Alors, pour revenir à ce qu'est évidemment la perspective pour la paix comme pour les autres, d'abord, juste partager une évidence ici, c'est que on est clairement dans une phase d'accélération absolument dingue du sujet de l'innovation parce qu'on est au croisement d'un processus d'innovation très techno qui se poursuit. On voit bien que sur les technos robotiques de toute taille, tout ce qui porte sur l'imagerie, tout ce qui porte sur les innovations classiques, les choses se poursuivent et arrivent par-dessus l'IA qui est un élément d'accélération absolument considérable et qui va potentialiser de manière massive les choses. Donc nous, on s'attend évidemment à faire face à la fois beaucoup de sollicitations, beaucoup de solutions qu'il va falloir à un moment donné pouvoir, comme cela a été dit, évaluer comme il se doit, parce que toute innovation qui se prétend comme telle n'est pas forcément au rendez-vous de sa promesse, et donc c'est extrêmement important en effet de rester de garder un sang-froid minimal pour pouvoir dire ça oui, ça non. Voilà. Et après, il y a cette question de l'organisation des soins, parce que tout ça va bouleverser beaucoup nos organisations au sein des services. Et donc ça, c'est quelque chose auquel on n'est pas forcément complètement prêt. Voilà. Et troisièmement, je pense qu'il y a un enjeu massif de formation. Et puisque vous parliez de Strasbourg, juste quand même souligner que la PHP, je ne sais pas si c'est un scoop, mais ça vaut le coup d'être dit parce qu'on est sur une table ronde en la présence de Pascal Leprince et de Gabriel Sedoun avec une dominante chirurgicale, juste quand même de dire que la PHP, avec les universités franciliennes, se dote d'un campus chirurgical qui modernise, transforme, déplace, reconstruit l'école de chirurgie qui est au Fossé Saint-Marcel. Ça va naître très vite puisque ça commence à ouvrir première partie fin 2026, ça se finit fin 2027 à Brousset. Et là, on va avoir un campus chirurgical qui va permettre, je pense, de préparer les jeunes générations et même un peu les anciennes à ce que seront les innovations dans le champ chirurgical, au croisement de la robotique, de l'imagerie et de l'IA, à la fois préopératoire, ça on le voit bien, c'est en train de naître sur tout ce qui est jumeaux numériques, préparation de l'acte opératoire, mais potentiellement péropératoire au cours même de l'opération. Et on va, je pense, avoir à Paris, en Île-de-France, mais avec une vocation nationale, un outil qui va accompagner l'innovation, la formation et l'appropriation, et qui va être un outil absolument remarquable. Gros effort d'investissement de la PHP, accompagné par les universités, accompagné par l'État, on espère la région, et qui va, je pense, être un élément très fort du paysage. Ah bah, tout à fait, monsieur Revel, puisque c'est une perspective chirurgicale et interventionnelle
très importante et qui nous tient à cœur. Pour passer au service de chirurgie cardiaque avec professeur Leprince, réponse, perspective de notre service. Bon, le scoop, vous l'avez eu avec Nicolas Revel, c'est l'ouverture du campus chirurgical, donc ça c'est fait. Pour répondre à Nicolas Revel, c'est vrai que le cas particulier est extrêmement important, et là c'est notre problème à nous, c'est qu'on ne fait pas remonter, on bougonne, mais on ne fait pas remonter l'information suffisamment en disant pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc ça c'est extrêmement important, il faut plus d'échanges dans ce sens-là. La donnée. C'est, je pense, l'essentiel. Vous mettez de l'IA ou pas d'IA, ce n'est pas la question. Une fois de plus, personnellement, je pense que l'IA, ce n'est pas celle de ChatGPT qui nous permet de nous vendre quelque chose. Moi, nous, ce qu'on veut de l'IA, c'est de l'intelligence humaine transformée en IA, donc qui va plus vite, mais qui reste de l'intelligence humaine. Et ça, on a vraiment besoin de développeurs dans ce sens-là. Et pour aller chercher de la donnée, Gabriel sait combien je suis attaché aux bases de données. On a une base de données nationale en chirurgie cardiaque. Je n'arrête pas de les tanner tous les vendredis pour faire en sorte que cette base de données soit parfaitement remplie. Et on y arrive tant bien que mal, mais ce n'est pas parfait. On a rencontré récemment un jeune, Kim, extraordinaire. Il est venu nous montrer un truc. Il n'arrive même pas à le vendre, son truc, alors que c'est vachement bien. Mais il n'est pas vendeur, il est juste développeur. Et je l'ai un peu embêté sur le sujet. Mais vraiment un système qui permet d'aller chercher la donnée dans nos documents, etc., qu'on n'ait plus besoin de rentrer. Donc il y a ça, il y a un collègue de Saint-Antoine, anesthésiste, qui travaille aussi sur le PMSI pour aller chercher de la donnée. Donc oui, on a besoin de cette donnée en quantité massive, pas ce qui a été fait justement par les gens du GAFA, en quantité massive faite par les services hospitaliers. Cette donnée, elle existe, il faut juste aller la chercher. Et ensuite, bien sûr, il va falloir l'utiliser pour pouvoir éventuellement créer les jumeaux numériques à partir de cette donnée, bien entendu, plutôt que l'inverse, pas nous créer des jumeaux numériques qui ne servent à rien, il faut nous créer des jumeaux numériques qui soient dont la source, on a eu récemment quelqu'un qui nous a parlé du sourcing, ben la source, ça doit être nous, justement. Donc oui, une fois qu'on a ça, après, on peut envisager tout et l'avenir de façon relativement sereine. Merci, professeur Leprince. Et c'est pour cela que dans le service de chirurgie cardiaque de la Pitié-Salpêtrière, il y a toutes ces innovations, parce que vous êtes là en train de dire oui, on peut y accéder, on peut mettre en application ces innovations, et vous êtes un soutien considérable pour ces innovations. Et bien évidemment, notre Medtronic, notre société, une des sociétés qui collabore avec les différents services, quelles sont vos perspectives ? Alors, je ne vais pas non plus donner de scoop parce que, comme je l'ai dit précédemment en parlant des innovations, les innovations technologiques avec le digital, ça s'accélère. Et comme vous disiez, Monsieur Revel, il va y avoir une accélération dans les dispositifs technologiques dits intelligents avec de la donnée, avec de l'intelligence artificielle, que ce soit dans la bonne utilisation de la donnée, avoir des informations en temps réel pour soutenir l'acte médical. Pour avoir aussi un bon traitement de la donnée, on va vers plus de personnalisation aussi du soin. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération. On a aussi tout ce qui est chirurgie, avec la chirurgie robotique, avec l'intelligence artificielle, avec aussi les systèmes vidéo pour capter la donnée et renforcer le geste médical. Et puis il y a aussi le diagnostic, parce qu'on ne parle pas assez, mais la prévention est un enjeu majeur pour la santé demain. Et le diagnostic avec de l'intelligence artificielle peut aussi aujourd'hui apporter plus de précision dans le diagnostic, un diagnostic plus sûr et aussi une prise en charge en amont pour le patient. Alors ça, je le dis effectivement pour Medtronic, puisqu'on est vraiment dans ce cœur de l'innovation technologique avec des innovations numériques et en intelligence artificielle. Mais tout ça, je le répète, c'est aussi avec une organisation, une innovation organisationnelle autour, parce qu'on est un maillon de la chaîne, mais sans tout l'écosystème, les soignants, les professionnels de santé, paramédicaux, chirurgiens et médicaux, avec les établissements de santé, mais aussi avec nos institutions. Si on veut faire bouger les lignes, si on veut changer, il faut aussi qu'on regarde aussi le parcours dans tout son ensemble. Aujourd'hui, on parle d'évaluation effectivement du dispositif médical numérique. Qu'en est-il du collectif, à usage collectif? Quid effectivement de la prise en considération du parcours de santé? Parce qu'on va parler de plus de parcours de santé, parce que demain, on va travailler avec l'hôpital, mais on va vivre hors de l'hôpital, parce qu'il faut savoir qu'avec l'émergence des maladies chroniques, le patient passe plus de temps chez lui qu'à l'hôpital. Et puis, dernièrement, je pense que c'est important, c'est qu'on a une co-responsabilité de travailler tous ensemble. Et c'est ensemble qu'on va pouvoir faire bouger les lignes. Et puis aussi, on a un système qui est unique, envié par le monde entier, je vous l'assure.
mais en même temps, il est fragilisé. Donc c'est comment tous ensemble, on fait pour préserver notre système de santé et faire en sorte qu'il reste pérenne et solidaire pour nos enfants et nos petits-enfants. Merci à nos différents intervenants de qualité. Avant de conclure et avant de donner la parole à professeur Friedlander sur la santé mentale, l'innovation n'a de sens que si elle traverse les murs. Et ça, c'est très important. Et puis, entre l'hôpital et la ville, entre le public et le privé, entre la recherche et la mise en pratique de cette recherche, c'est très important de savoir qu'ensemble, oui, tous ensemble, à travers le maillage territorial intelligent, nous pouvons construire la santé de demain et l'hôpital de demain. Merci à toutes et à tous. Merci.